Comment s'aimer en ces temps de couvre-feu? Comment les jeunes et les moins jeunes vivent-ils l'amour aujourd'hui? Nous avons tous besoin d'amour et pourtant, ce n'est pas toujours facile, surtout dans le contexte actuel. Suite à l'émission de la semaine dernière, où nous avions reçu un grand humaniste, l'auteur du best-seller, le psychothérapeute Thomas d'Assembourg, il nous fait le plaisir de revenir en cette Saint-Valentin si particulière pour faire chavirer nos cœurs. Expert en relations amoureuses, pour réenchanter le couple, il va nous donner des clés pratiques pour aimer mieux. En seconde partie de l'émission, pour vous, ce matin, il répondra en direct à toutes les questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. Alors c'est parti pour 52 minutes qui font du bien sur l'amour. Ah, on en a besoin, hein. Thomas d'Assembourg, je suis ravie de vous recevoir une nouvelle fois, surtout un jour comme celui-ci, hein, parce que s'il y a bien un homme qui incarne l'amour avec un grand A, ce cœur large et ouvert, c'est bien vous. Vous êtes, pour ceux qui ne vous connaissent pas et qui ont raté l'émission de la semaine dernière, parce que vous étiez déjà là, on vous garde, hein, on a tellement de choses à se dire, puisque vous êtes psychothérapeute, mais vous êtes également expert en communication non violente, et vous créez des formations, des ateliers pour réenchanter le couple. Hein, donc on a plein de questions à vous poser. Hein. Surtout, c'est un moment historique. 2021, les relations amoureuses ont tellement changé. Le confinement, les couples qui sont 24 heures sur 24 souvent ensemble, ces adolescents qui disent ne plus avoir de jeunesse, les premiers émois, etc. Bref, on est très heureux de vous recevoir et en seconde partie de l'émission. Alors restez avec nous parce qu'on a récolté toutes vos questions sur les réseaux sociaux et Thomas d'Assembourg va répondre en direct pour nous. Et alors, est-ce que vous connaissez, oui, vous l'avez vu la semaine dernière, c'est mon Valentin. Ah oui. Mon Valentin du plateau, c'est François Pomès, notre journaliste scientifique. Allez, on passe tout de suite à l'invité qui fait du bien, c'est encore vous et tant mieux. Hein. Thomas d'Assembourg, la paix, ça s'apprend. Alors c'est le titre d'un de vos livres. D'ailleurs, je vous avais reçu pour l'occasion à sa sortie. Mais l'amour aussi, ça s'apprend. Donc aujourd'hui, on va en parler. Et justement, François, vous êtes intéressé aujourd'hui aux études sur ces 12 derniers mois. En fait, est-ce que les relations amoureuses ont changé ? Oui, alors vous direz, Picasso a eu sa période bleue, moi j'ai ma période test et études. Comme la semaine dernière, je me suis plongé dans des études très sérieuses. Celles-ci ont été réalisées par l'IFOP, donc Institut de sondage très sérieux, au début du confinement, pour la première, et une autre un peu plus récemment. Et on a des résultats très intéressants sur le rapport des Français, jeunes et moins jeunes, à leur couple, aux rencontres, et à la sensualité, parce qu'effectivement, la crise sanitaire a un peu changé les rapports. On va faire ça sous forme de questions-réponses. Je vais vous poser des questions pour savoir un petit peu si vous avez ressenti, comme l'IFOP, la tendance actuelle. Alors d'après vous, quelle proportion des personnes confinées et seules ont transgressé les confinements pour aller rencontrer, dater, comme on dit, une autre personne? Alors là, une personne sur 5. Ah, pour moi plus, un bon tiers. Un tiers, exactement. En fait, j'allais dire même 0, parce que moi j'étais très sage. 1 sur 3 ont transgressé pour aller, oui. Alors est-ce que l'amour, ce serait peut-être de première nécessité? Enfin, à un moment donné, vous parliez de la sève, voilà, on a envie de rencontrer, on rencontre. C'est tout pardonné ou pas? En tout cas, c'est vital, l'élan de vie. Hein, c'est peut-être même important pour les défenses immunitaires personnellement, j'en suis convaincu que ça nourrit notre immunité, tant physique que psychique. Le bien-être profond, la joie d'être là, la tendresse, la douceur sont essentiels pour vivre. Ce n'est pas des accessoires sympathiques, c'est la clé du fonctionnement. Justement, d'après vous, combien de personnes, la proportion de personnes qui n'ont pas fait l'amour pendant le confinement, est-ce qu'elle a été plus élevée qu'à l'accoutumée, moins élevée ou identique? Est-ce qu'on a fait plus l'amour, moins l'amour ou... Moins l'amour pendant le confinement? J'espère qu'on en a profité pour faire plus. Non, 2 fois moins. On a fait 2 fois moins l'amour pendant le confinement. Le stress, les inquiétudes, etc. Mais peut-être l'habitude de se voir tout le temps ensemble aussi pour les couples, j'imagine. Vous pensez que ça calme les ardeurs? Vous qui êtes en couple, François. Ça n'a rien calmé du tout. Alors, un truc absolument génial, il y a quand même un tiers des Français qui ont déclaré avoir besoin de câlins et qui ont tout fait pour en avoir pendant le confinement. Ah oui, ça, et vous savez chez qui on remarque ça? La moitié, c'est chez les moins de 24 ans qui ont déclaré avoir besoin de câlins. C'est mignon, ça. Il faut que vous veniez dans les coulisses, on va vous prendre dans les bras. Il faut venir nous voir. Après le Covid, ou masqué. Oui, c'est vrai, après le Covid. Je l'oublie, j'arrive pas à m'intégrer. Bon, alors, truc un peu rigolo, combien d'après vous de Français, quelle proportion des Français ont décrété, après le premier confinement, vouloir prendre de la distance avec leur conjoint?
quand on est confiné Combien ensemble pendant 8 semaines, presque, combien ont voulu prendre de la distance après? Un sur 5? 20%? Oui, je pense. Moins 11% seulement génial. ont dit ah ben non, moi je voudrais prendre de la distance. Par contre, 12% ont dit s'il y a un prochain confinement, et ça a été le cas, moi je le passe sans toi. Ah bon? Et vous? C'est un peu rude. Non, non, moi je reste confiné avec la personne que j'aime, évidemment. Il est amoureux. Allez, Qu'est-ce que vous faites pour la Saint-Valentin d'ailleurs? allez, dernier petit chiffre. Non, vous ne m'aurez pas avec ces questions intimes. Dernier petit chiffre intéressant. Parmi les nouveaux, il y a eu des couples pendant le confinement qui ont transgressé ou pas. Combien se sont rencontrés sur les réseaux sociaux, sur Internet, Alors, la etc. pléthore. 1 sur 10, 1 sur 5 ou 1 sur 3? Un sur 3, pléthore. Ouais, oui, je pense. Eh ouais, 1 sur 3. Il y a eu une métamorphose des usages et des façons de rencontrer. Avant, c'était 1 sur 5. Maintenant, c'est 1 sur 3. Moi, j'ai des amis qui se sont mis justement aux applications alors qu'ils n'étaient jamais allés jusqu'à présent. Bah évidemment, Donc, c'est génial. Moi, je pourrais écrire des romans. J'ai tellement d'histoires. les maintenant. bars, les lieux de rencontre sont fermés. Il faut bien trouver un palliatif. Le palliatif, Ah, mais où est-ce qu'on va se la rencontrer? digitalisation des échanges. Voilà. La drague digitale. La drague digitale. Encore des études ou pas? Bah non, un petit Non, chiffre simplement. Vous savez que 70% des femmes célibataires cherchent sur les applications de rencontre un amour durable, alors que 70% des hommes cherchent, eux, je vous laisse deviner, Oui, mais bien sûr. Ne un plan pas. d'un Pas la soir. peine. Ouais, bien sûr. Faudra se mettre d'accord. Merci François. Alors, Oh. Thomas d'Assembourg, vous étiez sur les planches il y a encore quelques semaines. Vous étiez au Splendide. Vous interprétiez le rôle d'un psy essayant de réconcilier des couples rencontrés justement sur Internet. Alors, une pièce écrite par Guy Corneau, ce célèbre psychanalyste québécois. Mais avant tout, c'était votre meilleur ami et même votre témoin en mariage, c'est toi. Ah, c'est incroyable, Hein? vous êtes bien informé. Alors, autant dire que l'amour, c'est vraiment un sujet qui vous inspire. C'est du vécu. Ah, complètement. C'est du vécu pour Guy, mon ami Guy Corneau, qui a écrit cette pièce, vraiment en y passant toute son expertise personnelle d'abord dans ses relations amoureuses, mais également comme thérapeute, comme accompagnant de beaucoup de couples. Et à sa mort, les comédiens qui jouent le couple, qui se rencontrent sur Internet et qui se font accompagner par un psy que jouait Guy, les comédiens m'ont demandé de reprendre le rôle. Et je me suis retrouvé avec un immense plaisir à monter sur les planches d'un théâtre, ce que j'avais fait une fois ou l'autre quand j'étais étudiant, mais jamais depuis. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à prendre ce rôle. Le psy apparaît un peu comme en filigrane, comme ça, à travers, pour expliquer ce qui se passe, pourquoi ils se mésentendent, qu'est-ce qu'ils jouent, quels sont les complexes qui sont activés de part et d'autre, et à quoi un complexe correspond-il, dans l'idée que si on prend conscience de nos complexes, on peut plus facilement les démasquer et éviter de tomber dedans. Et voilà un des enseignements qu'on peut passer aujourd'hui. Apprenons à comprendre nos complexes pour ne pas qu'ils nous sautent en pleine figure au milieu de notre vie de couple. Alors, en revanche, je vous demandais si c'était du vécu, vous, parce que je disais que oui. l'amour vous inspire depuis toujours. Et d'ailleurs, vous créez des formations, des ateliers justement pour réenchanter le couple. Comment ça vous est venu? Est-ce que c'est une expérience personnelle? Oui. Oui, je grignote, c'est la Saint-Valentin, je veux tout savoir. Oui, absolument, je vois, mais très, Même auprès de moi, très volontiers. j'étais Non, j'étais un célibataire parti dans un célibat défensif. C'était pas vraiment un célibat joyeux. oui, vous C'est un célibat de peur de l'engagement. Et D'accord. j'avais vraiment très peur de l'engagement. Et donc j'ai eu des relations amoureuses relativement nombreuses. Et j'étais tout Tiens heureux de la donc. découverte et de la rencontre. Ça vous surprend, n'est-ce pas? Ah mais oui, On se ça me demande comment c'est surprend. possible. Bonjour. Mais cependant, dès que la relation, je dirais, menaçait de se stabiliser et peut-être de s'installer, de pouvoir durer, une partie de moi était terrorisée et s'enfuyait courageusement, si j'ose dire. Et donc, j'ai eu besoin de m'interroger pourquoi j'ai tellement peur de l'engagement. C'est une des raisons, parmi d'autres, qui m'a amené en thérapie pour comprendre pourquoi je me contracte au lieu que d'être en ouverture, en accueil de ce qui se passe là. Après, comme thérapeute, j'ai pu rencontrer tellement ce phénomène de peur de l'engagement, particulièrement chez les hommes, et on pourra sans doute y revenir, qui fait qu'on est dans un mécanisme impossible. Les hommes ont peur de l'engagement, les femmes sont pleines de tendresse et d'amour. Plus il y a de la tendresse et de l'amour, plus l'homme s'enfuit. Plus il s'enfuit, plus la femme souhaite donner de l'amour. Et on a une sorte de mécanique que Guy Corneau appelait « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Absolument. Bien c'est sûr. beau. Alors, je vous propose qu'on regarde tout de suite un petit extrait de cette pièce. Donc, c'est l'amour dans tous ses états. Alors, la presse est unanime, les critiques sont dithyrambiques. Vous allez reprendre d'ailleurs après, parce que là ça s'est arrêté à On cause du espère Covid. reprendre, bien sûr. Donc j'espère que vous allez revenir. Parce que finalement, alors j'ai pas pu la voir malheureusement, mais j'ai vu en tout cas quelques scénettes. Et c'est vrai qu'on dirait presque une psychanalyse de groupe. On rit beaucoup. Je trouve ça génial. On rit beaucoup. Le Et en but, plus, on rit. c'est qu'on puisse. C'est un phénomène ludico-pédagogique. L'idée, c'est d'apprendre des choses très utiles pour nos vies personnelles et de couple et de famille, mais tout en s'amusant. Et heureusement, ça se passe comme ça. Le public a beaucoup aimé. On regarde tout de suite un extrait.
Pourquoi tu fais ça, toi, Internet, tout ça? Parce que j'ai eu envie de voir si je pouvais rencontrer quelqu'un et être bien. Je bénis le ciel chaque jour de t'avoir rencontré, mon ami. Après la séduction, le jeu de la rencontre, l'extase amoureuse, la grande épreuve arrive. Et c'est quoi la grande épreuve pour le couple? Le quotidien. Salut ma chérie. Mais dis donc, je vois que la pêche a été miraculeuse. Je sens qu'il y a des choses pour nous deux dans ces sacs. Hein. Tu vois, il y a des bougies. T'aimes bien dîner aux chandelles et faire l'amour à la bougie, hein? Et ben ça pousse pas dans les commodes. Quel genre de couple ont formé Céline et André? Alors nous avons d'un côté une dépendante anxieuse et de l'autre un fuyant colérique. Bah c'est vrai, c'est dans ces moments-là que tu m'appelles Pauline comme ton ex. Ou pire, Jocelyne comme ta mère. Ils commençaient à avoir à deux des problèmes qu'ils n'avaient pas tout seuls. Et le plus merveilleux dans tout ça, c'est que nous excellons à tomber sur des partenaires qui viennent pousser sur les beaux boutons. Oh non mais c'est pas possible, on n'est pas encore en train de s'engueuler là. Mais tu m'étouffes, enfin. Il aime bien quand je déploie mes charmes, je suis en train de le perdre, alors oui, je déploie mes armes. Arrête de dire tu. Arrête de dire tu. Stop. Est-ce que ça veut dire que pour Céline et André, il n'y a aucun espoir? Un rôle du sur-mesure. Alors, le titre, hein, l'amour dans tous ses états. Et c'est vrai qu'il y a tellement de façons d'aimer. Quelle est, selon vous, la définition de l'amour? Ah, mon Dieu, vous avez encore 3-4 heures devant vous. Oh, mais on le sait, toutes sortes de façons de voir l'amour. Il y a l'amour-désir, qu'on appelle souvent Eros, pas forcément pour un enjeu physique, mais parce que l'autre est plutôt objectivé. Je manque de quelque chose, il y a un creux en moi, donc j'objective l'autre et je le désire. Souvent, ça démarre comme ça, et pourquoi pas si on est conscient. Mais comme on le sait sans doute, celui qui aime le poulet ne veut pas forcément le bien du poulet. Donc c'est intéressant de passer à un autre stade d'amour. Je ne connaissais pas du tout ce proverbe. Moi non plus. Ben, c'est une petite formule blaise, je pense. Pour passer à un autre stade, beaucoup de gens s'engagent parce qu'ils sont dans un désir, un état amoureux. Je me sens amoureux, je suis amoureuse, je suis amoureuse. C'est très très charmant, c'est très excitant, c'est très intense, mais ça vient souvent compenser un certain mal-être, un certain vide, et c'est ce qui fait le premier pas, mais c'est le dernier état dans lequel il s'agit de s'engager. Je dis, j'ai 3 filles, je leur dis, soyez amoureuses, enchantez-vous de ce moment-là, mais ne vous engagez pas durablement dans l'état amoureux. Attendez d'arriver à l'état suivant, qui est l'état d'amour, où vous aimez vraiment la personne. Justement, j'allais vous demander la différence entre être amoureux et aimer. D'ailleurs, y a-t-il une différence finalement? Quand on est amoureux, on aime la personne comme on croit qu'elle est, comme on rêve qu'elle soit, comme on voudrait tant que ça devienne. Quand on aime, on a accueilli pleinement la personne dans sa lumière et dans son ombre, dans ce qui est très agréable chez elle et en même temps dans ce qui frictionne. Et on est donc prêt à ce que l'expérience de la vie de couple soit vraiment un accélérateur de prise de conscience. C'est un creuset de transformation. C'est pas tout confortable. La plupart du temps, quand on est émerveillé de voir des gens âgés qui ont traversé la vie et qui sont encore en couple, sauf s'ils se sont complètement résignés à une petite routine très ennuyeuse, la plupart du temps, ils se sont laissés frictionner et ils ont grandi ensemble, ils ont lâché des coquilles d'ego et ils ont vraiment créé un lien beaucoup plus profond que le simple état amoureux. C'est ce à quoi je nous encourage. Donc en fait, le titre n'est pas bon, l'amour dure 3 ans, c'est pas le bon titre, c'est l'état amoureux. Ah oui, l'état amoureux dure 3 ans. Oui, c'est ça, c'est la lune de miel. Et la plupart des traditions spirituelles ou philosophiques nous disent que nous pouvons passer à un état d'amour. C'est-à-dire que je n'attends pas forcément une réciprocité. Dans l'éros, on a parlé tout à l'heure, je prends, je voudrais recevoir, je quête. Dans l'état de philéa, comme on l'appelle, la réciprocité, c'est plus de l'amitié, je donne et je reçois, il y a un échange. Mais ces 2 états sont habités par la peur. Le premier, c'est si l'objet part, est-ce que j'existe? Et dans le deuxième, si je donne, est-ce que je vais recevoir en retour? Il y a toujours une peur. Dans l'état de agapé, qui est le 3e stade de l'amour, je donne joyeusement mon amour et j'ai pas d'attente. Je suis amour. Je ne dis pas qu'on y arrive tous, je ne prétends pas y être. Je pense simplement que ça fait sens de tendre vers cet état où on n'est plus dans un commerce, on n'est plus dans un état de manque, on partage la plénitude. Il paraît qu'avant 3 ans, l'amour, c'est pas l'amour, c'est une comédie romantique. C'est ce qu'on entend. C'est une jolie formule, ça peut être très agréable, bien sûr, profitons-en, goûtons tout ça, amusons-nous, mais ne soyons pas leurrés par l'excitation. Vous pensez vous croyez au hasard quand on rencontre une personne? Est-ce que c'est que du hasard? Et même sur les applications, finalement, il y a quelque chose qui nous attire d'impalpable, d'invisible. J'ai de plus en plus cette intuition que c'est pas par hasard et que d'ailleurs les choses d'une façon générale ne nous arrivent pas par hasard, mais parce que nous avons besoin d'en apprendre quelque chose, dans le confort ou dans l'inconfort. On l'attire. On l'attire. Vous le nommerez comme vous voulez, la loi de l'attraction ou la synergie.
peu importe. En tout cas, j'observe ça dans mon travail d'accompagnement des personnes. Quand un couple est très malheureux et qu'il se frictionne beaucoup, souvent ils ont eu besoin de ces frictions pour se dégager de vieilles blessures, de vieilles projections, de vieux systèmes de pensée qui mettent les choses dans des cases. Et tout d'un coup, le fait d'être avec quelqu'un qu'on a quand même choisi, et puis ça se passe pas comme on voudrait, fait voler tout ce système de pensée en éclats. Et donc c'est là que c'est un creuset de transformation. C'est comme un... Oui, c'est le creuset des alchimistes. Vous savez, on essaie de transformer du plomb en or. Le plomb de la solitude, du désarroi en l'or de la plénitude et de la collaboration. Oui, mais dans un creuset, on est miette, on est bouillante, on évapore. Ça n'est pas tout confort. Alors vous qui êtes en couple depuis maintenant des années et des années. Oui, plus de 20 ans. Plus de 20 ans. C'est mieux au début ou maintenant? Attention, il y a votre homme qui vous regarde. Je la salue au passage. Bien sûr que c'est de mieux en mieux, c'est de plus en plus fin, c'est de plus en plus subtil. Et ça décape, parce que j'ai 20 ans de couple et d'amour. Avant ça, nous avions 20 ans d'amitié, donc j'ai épousé ma meilleure amie. Donc on a 40 ans de connaissances. On va peut-être s'épouser, François. Mais oui, le croyez-vous? Est-ce que je tiendrai 20 ans? Ça va être question. Mais ça ne veut pas dire on a 20 ans d'amitié presque, alors bon. Alors vous organisez des ateliers intitulés « Aurions-nous peur d'être aimés et être aimés ?» D'aimer et d'être aimé. Et d'être aimé. Et être aimé. Et d'être aimé. Non, aurions-nous peur d'aimer et d'être aimé. Et d'être aimé, pardon, excusez-moi. À cette question, que répondez-vous, Thomas d'Assembourg? Qu'effectivement, ce sont des peurs que j'ai bien rencontrées. Tous les ateliers que j'anime sur le travail de connaissance de soi, d'approfondissement du lien avec soi, sont des ateliers sont des thèmes qui m'ont donné du fil à retordre. Et celui-là m'a donné beaucoup de fil à retordre. Parce qu'effectivement, j'avais la peur d'aimer et en même temps, ça peut paraître contradictoire, la peur d'être aimé, d'être trop aimé peut-être. Et ça, c'est un enjeu que j'observe chez beaucoup de personnes qui effectivement sentent beaucoup d'amour en soi. J'ai envie de donner tout cet amour. Il y a comme une fontaine d'amour à donner. Vers qui vais-je le donner? Qui sera la bonne personne? Est-ce que je mise au bon endroit? Est-ce que je mets pas tous mes œufs dans le même panier? Et est-ce que si je donne tout mon amour, je vais quand même en recevoir un peu en retour? Et donc il y a beaucoup d'inquiétude à prodiguer l'amour. Mais en même temps, j'ai envie d'en recevoir, que l'amour me soit prodigué. Mais en même temps, si je reçois cet amour, est-ce que je vais pas devoir être gentil et donc être un peu soumis, acheter par un comportement adéquat, le fait que l'amour demeure? Et donc souvent, il y a une ambiguïté entre ces deux enjeux. Et c'est donc précieux, avant de s'engager dans un couple, ou si l'on veut réanimer un peu un couple qui s'anesthésie peut-être un peu, de se questionner là-dessus et de dépasser les peurs. Envisager de vivre sans peur, c'est une utopie. Nous avons besoin d'intégrer la peur parmi les habitants de notre maison intérieure. Il y a de la peur, il y a du doute, il y a de l'angoisse parfois, il y a de la colère, mais en même temps, il y a de la confiance, il y a de la joie, il y a de l'émerveillement. J'habite une grande maison et le travail que l'on peut faire en communication non violente, c'est l'écoute de toutes ces parties pour sentir que moi, j'habite au milieu de mon village. Et quand il y a la joie, il y a de la joie. Quand il y a la peine, il y a de la peine. Mais je ne laisse pas la peine empêcher la joie, ni la joie faire oublier qu'il y a de la peine. Je cohabite avec les parties. C'est de l'hygiène de conscience. Oui, et je rappelle ce que je disais dans l'émission précédente. Oui, nous avons besoin d'apprendre ça depuis l'école. Quel bien-être individuel et social il y aurait si chaque citoyen avait appris ce discernement, cette écoute, cette intériorité que j'appelle citoyenne, parce qu'il y a un impact immédiat dans toutes nos vies communes. Quelles sont les peurs qui nous empêchent de nous laisser aller, de s'engager à long terme? Et même, il existe des couples qui s'engagent sans véritablement arriver à se visualiser à long terme. Clairement, j'ai pu voir beaucoup de couples qui s'engagent dans une vision très idéale. Tu es mignonne, je suis mignon, ou on est tous les deux mignons, ou tous les deux mignonnes, hein, peu importe. Évidemment, ça vaut pour tous les couples. Et on aura des beaux enfants. Si on choisit d'enfants, on habitera une belle maison, on aime la déco, on fera des voyages. Et c'est très idéaliste. On ne sait pas parler vrai. Quelles sont les valeurs profondes qui me tiennent à cœur? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre? C'est quoi le sens de se mettre ensemble? Et pourquoi est-ce qu'on décide de faire un couple? Ça correspond à quoi? C'est juste du désir ou il y a vraiment quelque chose de fond qui va faire qu'on va traverser les moments de conflit inévitables? Inévitables. Et imaginez être en couple comme Roméo et Juliette, c'est un fantasme absolu. Roméo et Juliette, on oublie qu'ils avaient 16 et 17 ans, je pense, et qu'ils sont morts tout de suite après. Voilà, donc ils n'ont pas fait la vaisselle, ils n'ont pas fait les courses, ils n'ont pas géré les enfants dans les emboutes et les métros, ils n'ont pas fait l'épreuve de la réalité, de la contrainte quotidienne, des tensions. Et donc, on est souvent piégé par une sorte d'idéal très utopique. Donc, on a besoin de s'aligner, prendre du temps pour s'aligner et dépasser l'état amoureux. Quelle sagesse, hein. J'aimerais bien aussi qu'on aborde cette notion de liberté. Beaucoup de personnes aussi ont toujours peur un peu de perdre une partie de leur liberté ou la liberté en s'engageant. Mais la liberté, c'est pas un état pour vous?
C'est pas quelque chose qu'on a à l'intérieur? Si, bien sûr, c'est un état qu'on porte en soi. Et je me suis demandé si les personnes ne confondaient pas la liberté avec la légèreté. Ça peut être un risque, effectivement. Et beaucoup de gens ont peur de s'engager dans le couple. C'était mon cas d'ailleurs, par peur de perdre ma liberté, d'être qui je suis et de devoir être un gentil qui achète par un comportement adéquat la bienveillance de l'autre. Et là, je reproduisais sans doute un schéma que j'ai pu vivre comme enfant, en disant pour avoir l'affection maternelle, il faut quand même que je sois sage, bien rangé, que je me coupe les cheveux, que je fasse un beau sourire et que je donne la bonne main à la dame. J'ai eu besoin de mûrir un petit peu pour réaliser que je pouvais être vraiment moi-même et ne pas perdre ma liberté tout en m'engageant. Et j'accompagne maintenant les personnes à sentir suffisamment d'estime de soi, de confiance en soi, qui est un enjeu très défaillant dans nos sociétés. 85 à 90% des personnes qui nous écoutent manquent d'une juste estime de soi. Ce qui fait soit une hyper-timidité, soit à l'autre bout de l'échelle, c'est de l'hyper-égo, hypertrophié. Et nous avons besoin de trouver la juste mesure là-dedans. Et donc ça s'apprend. Ça se soigne, ça se jardine, l'estime de soi, la confiance en soi, on peut la muscler. Ce terme, jardiner l'estime de soi, c'est très beau. Alors comment sort-on de toutes ces peurs? En les observant et donc en les accueillant plutôt qu'en les fuyant. Je ne peux pas comprendre quelque chose que je fuis. La seule façon de comprendre quelque chose qui est en moi et qui est récurrent, c'est de l'asseoir à côté de moi et de dire « Viens là ma peur, t'es pas la partie la plus commode de ma vie, j'ai pas très envie d'écouter, mais j'en ai besoin. » Et on fait une distinction de base, c'est pas parce que j'en ai pas envie que j'en ai pas besoin. Ça, c'est vraiment une clé de survie. Et donc je t'écoute. Quel est le message? La peur est souvent comme une sorte de chien de garde. Quand j'ai un chien de garde dans une maison isolée, c'est précieux, ça m'indique un bruit, une visite, un passage, quelque chose qui mérite mon attention. Et donc merci le chien-chien d'être là, j'écoute ton message. Mais le patron, c'est moi. Et donc, à la fin du message, je dis merci pour ton message, Pepper ou chien-chien, va dans ton panier et maintenant, fous-moi la paix parce que c'est moi qui commande. Le risque, si je ne fais pas ce travail de dialogue et d'écoute du message de la peur, qu'est-ce que j'ai à écouter, qu'est-ce que j'ai à comprendre, est-ce que je suis à un rythme que les autres peuvent suivre, est-ce que j'ai pas besoin de lâcher le rythme, est-ce que j'ai pas mis la barre trop haute, est-ce que je sais tourner les pages, est-ce que je sais faire les deuils? C'est toutes ces questions que la peur vient poser. Eh bien, si je ne fais pas ce message-là, le chien prend de plus en plus d'importance et je suis calé dans un coin de ma maison avec un immense chien toutou qui a pris toute la place. Et ça, c'est ce qui arrive quand on n'a pas appris à gérer. Même si c'est très mignon, un gros toutou, ça peut être très mignon, c'est étouffant. Mais nous sommes censés être au cœur de nous-mêmes, je le rappelle, au sein de notre village et non pas dans un petit coin de la maison. Quel conseil donneriez-vous à toutes ces personnes, parce qu'on en parlait tout à l'heure, tous ces couples qui ont été confinés, qui vont peut-être l'être? En tout cas, il y a beaucoup aussi de couples qui se voient beaucoup parce qu'ils sont tous les deux en télétravail, ils se voient 24 heures sur 24. Pas facile tous les jours. Déjà, est-ce que c'est sain pour un couple de se voir autant en ce moment? Ça dépend de comment on le vit de nouveau. C'est pas la chose en soi, c'est comment je vis la chose pour la plupart de nos expériences humaines. Et si on n'a pas toujours de pouvoir sur ce que je vis ou ce que la vie m'amène, nous avons toujours du pouvoir sur comment je vais vivre ce que j'ai à vivre. Comment je le regarde, sous quel angle, qu'est-ce que j'en fais. Ça, c'est l'espace de liberté extraordinaire qui est malheureusement peu connu des gens qui disent « Voilà ce qui m'arrive, je subis. » Attends, tu as le choix de ne pas subir. Hein. Tu peux essayer de transformer, tu peux t'adapter, tu peux comprendre, tu peux évoluer, tu peux mettre en place un processus de transformation. Et pour ce qui est des couples, il y a des personnes qui y trouvent leur affaire. Apparemment, d'après les statistiques que vous évoquiez, certains couples sont ravis de continuer ensemble malgré le confinement. Et tant mieux. Presque 90% heureusement, mais la moitié ne font presque plus l'amour. Oui. Et donc... L'important, c'est de voir comment on va vivre ça. Et certains couples ont besoin d'avoir de l'espace et de se créer des bulles. Parce que quand on a chacun sa vie professionnelle à l'extérieur... Comment faire quand on est 24 heures sur 24 ensemble? Alors, en France, vous avez eu cette nécessité de vous autoriser vous-même à sortir. Créer des ateliers de réenchantement de couples. Convenir de moments de silence ou de bulle, convenir que là je passe 2 heures dans ma chambre ou dans la chambre s'il n'y en a qu'une chambre et je voudrais être seul et faire ma musique ou faire mon yoga ou ma méditation. J'ai besoin d'une poche ou d'une bulle de silence pour me ressourcer. Convenir de ça, en parler. Quoi. Non, oui, mais plutôt que de claquer la porte agressivement en disant « il y en a marre, je vais dans ma chambre, fous-moi la paix », eh bien de convenir en disant « je réalise que pour rester disponible, attentif, bienveillant, j'ai besoin de ma bulle pour avoir un temps d'empathie, je négocie. » C'est génial. De demander une bulle, ouais. Je voudrais une bulle. Moi, je viens, je vous fais des bulles quand vous voulez, pour apaiser les couples. D'ailleurs, en parlant de bulles, c'est le moment de retrouver votre bulle. Je vous jure, c'est vrai. Bon, ben voilà. En fait, on s'est éternisé. Je vois tellement vos paroles, mais en fait, on est hyper en retard. On reprend la discussion juste après. Volontiers. On bulle avec vous. On bulle. C'est drôle.
Alors François, alors je l'attendais, ça fait 2 semaines maintenant. Bah, Parce que 2 semaines vous que me tenez j'attends. avec cette bulle. Je veux voir cet ovni dans la mer. Alors, elle fera peut-être du bien au couple, cette bulle. C'est un ovni dans la mer. Regardez ce qu'on a observé au printemps dernier sur les plages californiennes. Alors, les gens étaient médusés la nuit. C'est le cas de On le a dire. pu observer comment Médusé, c'est le cas de le dire. Oui, c'est le cas de le dire. Alors c'est un phénomène qu'on connaissait, mais qu'on voyait très très peu auparavant, dans des concentrations beaucoup plus faibles. Et là, sur des plages de Californie, on a vu tout d'un coup les vagues, la nuit, s'éclairer d'un bleu phosphorescent. Oh là Regardez là comme là. c'est merveilleux. Les gens les ont observés, la mer tournait et ça s'éclairait de bleu. Donc c'est sans trucage, vraiment, ces photos. C'est absolument naturel. Alors, ovni, pas ovni, de quoi s'agit-il? Ben encore là, c'est Dame Nature. Il s'agit d'un phytoplancton, donc un plancton végétal, qui lorsqu'il se reproduit, il est excité, et lorsqu'il est en grande concentration, ben, ouais, finalement ça tombe bien avec la Saint-Valentin, eh bien, provoque cette luminescence de l'eau. Alors on l'a vu en Californie, on le voit sur le sable, on l'a vu aussi en Australie, dans le sud de l'Australie, en Tasmanie. C'est absolument merveilleux. Regardez comme c'est beau. Regardez, Ouais, cette eau, on a l'impression que c'est truqué, on a l'impression qu'il y a des LED dedans pour nous éclairer ça. Donc on regarde et on voit ce plancton en fait s'exprimer à sa manière. Et on en a parlé parce que c'est la première céleste, fois. hein. C'est la première fois que c'est aussi concentré, donc on se demande si le printemps prochain, dans 2 mois, eh bien le phénomène aura pris encore plus d'ampleur et ce phytoplancton va nous éclairer de ces merveilleux ébats. Des aurores boréales dans la mer. Oui, c'est ça, Hein, oh que c'est un peu beau. ça. Merci François, merci Thomas Dassembourg, vous restez avec nous en seconde partie. Vous allez nous donner des conseils concrets pour mieux aimer en cette Saint-Valentin. On va continuer à explorer l'amour dans tous ses états. D'ailleurs, restez avec nous parce que vous nous avez envoyé beaucoup de questions et Thomas Dassembourg va y répondre en direct. On va revenir sur le confinement, sur les couples, sur ces jeunes aussi. Comment vivre l'amour aujourd'hui en 2021. À tout de suite après une toute petite pause. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Nous recevons aujourd'hui, attention, hein, un grand humaniste, un expert en amour, c'est Thomas Dassembourg, auteur de nombreux best-sellers qui réenchantent aussi le couple. Cessez d'être gentil, soyez vrai si vous ne l'avez pas encore lu. En première partie, nous avons abordé toutes les questions qu'on peut se poser, qu'on soit en couple, célibataire. On a parlé aussi des applications. En deuxième partie, Thomas Dassembourg va répondre à toutes vos questions en direct que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, c'est un moment que vous adorez, c'est le sorti test de François, c'est le test de personnalité. Alors restez avec nous. Tout de suite jingle. Alors c'est un spécial Saint-Valentin. Est-ce que vous voulez jouer avec nous, Thomas Dassembourg? avec Maintenant, je vais demander plaisir. toujours l'invité, parce que je me dis, ça se trouve, il y a Oui, des pièges. Hein. parce que là, je me suis permis un petit test Saint-Valentin. Alors que vous soyez célibataire, en couple, homme ou femme, ou neutre, enfin voilà, vous pouvez participer à ce test qui est un test qui va aller au plus profond de nos émotions enfouies. En fait, je vais jouer avec vos symboles. C'est le test, du manège asiatique. J'ai envie de l'appeler. J'adore. Alors figurez-vous que je l'ai testé. Maintenant, je teste mes tests. Ouais, Chez super. des gens et il est très représentatif, donc c'est pour C'est ça vrai, que je génial. le partage avec vous aujourd'hui. Vous aurez besoin d'une feuille et d'un stylo que vous avez déjà, parce qu'à un moment donné, il va falloir dessiner très vite, en 10 secondes. Il a 4 questions, ce test. Alors imaginez-vous d'abord, on se met toujours en situation, vous connaissez les tests de personnalité que je vous fais pratiquer, on se met en situation, on est dans une fête foraine. Il y a plein de manèges tout autour de nous dans cette fête foraine, et il y en a un qui vous excite le plus, c'est ces montagnes russes. Vous savez que ces montagnes russes, ça vous plaît, vous avez envie de connaître cette sensation-là, vous y allez, et là, il y a une énorme foule qui attend, mais vous allez faire la queue, vous allez attendre. Combien de temps attendez-vous avant que votre tour arrive? Alors moi, je dirais le temps qu'il faut, parce que pour moi, il n'y a pas de hasard, donc finalement, c'est aussi l'occasion de créer des valeurs. Le temps qu'il faut. Ouais. D'accord. Pacifier le temps, tiens, pour reprendre votre terme. Thomas? Le temps que je suis prêt à mettre à ce moment-là, en fonction des circonstances, de la température extérieure. Vous êtes et un malin, de vous avez peur du l'attraction symbole, qui me Pragmatique. Bon, vous aussi, vous notez, vous pouvez noter une durée. 1 minute, 10 minutes, un temps, une éternité ou trop rapide. C'est aussi possible. C'est à vous. Ça y est, vous rentrez dans la petite voiture, vous êtes emporté par les montagnes russes qui font des hauts, des bas, etc. Quel genre d'émotion vous apporte cette vitesse? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment la décririez-vous? Alors c'est marrant parce que j'ai fait un rêve cette nuit où je montais très haut comme ça dans un vaisseau spatial. Et c'était galvanisant. Très bien, mais je ne peux pas interpréter votre rêve là tout de suite. On finit d'abord le test, Karine. Non, mais D'accord. j'adore ce truc de vitesse comme ça, Alors, monter. Comment décririez-vous Galvanisant, libérateur,
Libérateur. Libérateur, Et c'est puis bien. voilà. Je prends. Hein, Je c'est prends comme- libérateur. Ah, ok, super. Thomas? Pour moi, vertigineux et effrayant. Je n'aime pas la effrayant. vitesse. Ah, vous n'aimez pas la vitesse. Au moment le plus excitant, le wagon, enfin, vous savez, il y a ça souvent dans les manèges, plonge dans l'eau, vous êtes éclaboussé, vous poussez un petit cri. Que criez-vous à cet instant-là? Vous notez, hein, chez vous. Non, mais alors, Que criez-vous, Karine? Ouais, ça y est, on a deviné. Non, non. C'était sympa. J'ai fait exprès. J'ai fait exprès, mais je ne dirai pas ce que je dis. Parce que j'ai compris. Youpi. Non, je dirais waouh, quelque chose comme ça. Ouais, moi c'est Waouh. pareil. Je dirais waouh. Et je rirais d'ailleurs beaucoup. Vous ririez beaucoup. Bon, finalement, ces montagnes russes, c'était pas top. C'est pas celle que vous aviez imaginée. En fait, je vais vous demander de prendre une feuille, d'ouvrir les D'accord. stylos que vous avez devant vous et de dessiner le parcours de montagne russe idéal. Ah, génial. Celui que vous aimeriez, avec peut-être sa ligne droite, c'est haut, c'est bas, c'est juste haut, c'est juste bas. Voilà. C'est très rapide en fait, c'est un trait. Vous le faites chez vous. Ah, c'est joli. On va l'interpréter. Alors moi c'est... Voilà. Bon, on va les interpréter après, ne le montrez pas tout de Ah, suite. d'accord. Cachons les tests. Donnez-moi, Waouh, mais vous êtes aussi peintre. Vous êtes un artiste. dis donc, on dirait un Dali. Je vais Mais le oui, garder, ça- vous me le Je signerez le tout à l'heure. signerai Ah tout oui, à mais l'heure. c'est clair. Ouais, on montrera Magnifique. aux téléspectateurs Moi tout aussi, à ça peut l'heure. pas être un Dali? Non. Si, ça peut être un Dali, Karine, vous me le signerez également. Je revends mes dessins après l'émission. Bon, une petite analyse de ce test. Bon, j'ai joué avec des symboles de la sensualité, du désir. Et en fait, ce test, il va rendre compte de vos comportements intimes pendant un acte sensuel, pas forcément sexuel. Le temps passé dans cette file d'attente montre le temps que vous aimeriez passer ou que votre partenaire passe pour les préliminaires. Oh, génial. Le temps qu'il faut, Karine. Ah, génial. Le temps que vous êtes prêt à mettre. Voyez chez vous, c'est plus, c'est Ah, c'est moins. drôle. C'est drôle, hein. Alors, les émotions pendant le circuit de montagne russe, qui fait des hauts et des bas, c'est ce que vous ressentez lorsque vous faites l'amour en ce moment, au global. Mais il est tellement bien, là, votre test. Oui, alors chez vous, c'est galvanisant et c'est Libérateur. libérateur. Ouais. Ah, c'est pas mal. Ouais, chez Alors, moi, c'est plutôt. vertigineux et effrayant. Mais c'est mais bien, oui, c'est hein. fou. C'est bien parce que c'est encore quand même rempli d'émotions fortes. Oui, ça, c'est- Ah, c'est ça, mais en même temps, il y a quelque chose de... C'est tellement beau que c'est effrayant. J'essaie de vous rattraper. Non, mais c'est intéressant. de hein. venir à mon secours. Alors, dans la symbolique jungienne, l'eau, entre autres, hein, représente la source de vie. Alors, les paroles que vous allez prononcer au moment où vous êtes éclaboussé, c'est les moments où vous prenez le plus de plaisir. Au moment Ouais, du bah, pic. on avait deviné un peu comme- Vous aviez deviné, alors vous avez dit c'était sympa. Non, j'ai plaisanté. Youpi, Oh. Joker, Joker. Peut-être que chez vous, vous avez crié waouh ou j'aime pas ça. Dans ce cas-là, il faudra peut-être se poser des questions. Ouais. Voilà. Ouais, Et enfin, le circuit que vous m'avez dessiné représente en fait la vision que vous avez d'une vie sexuelle parfaite dans toute une vie. Incroyable. Alors, votre vie sexuelle parfaite qui est faite de Non, haut. il est... Non, en... Ah, pardon, il est dans ce sens. Non. Ah, il est comme ça, Voilà. Karine. Voilà, Ah. la vie sexuelle parfaite, elle est faite de haut, de bas, Non, pas de du tout. circonvolution. Ah non, elle monte, vous. Elle ne fait que monter. Elle ne fait que monter. Et sans limite, regardez. Elle est Parce sans que- limite. oui. Décrivez-la moi. Et ben, en fait, on monte, des tourbillons, et on continue à monter. J'adore. C'est un profil de femme enceinte, hein, très joli. Ah, c'est vrai. Oui. Ben, j'aurais dessiné la C'est même, très moi, fécond. finalement. Oui, ça fait un peu du Giacometti aussi. Hein. Oui, peut-être. Exactement. Et alors pour vous, Thomas, je crois qu'on est dans le bon sens. Voilà. Alors, qu'est-ce que C'est une vie, mais en fait, c'est ça le couple. C'est Des hauts, génial. des bas, des tournants, on revient en arrière, on repart de l'avant, etc. On se pose des questions. Et finalement, ici, on a quand même une C'est petite hyper zone intéressant. grise, mais c'est C'est la traversée du lac, de l'eau, là, où j'ai crié youpi. Ah, Mais oui, génial. c'est hyper intéressant. J'ai parce terminé que par là, quand même. finalement, je suis encore dans l'état amoureux, peut-être, idéaliste. Oui. Alors que vous voyez véritablement la réalité. C'est vachement intéressant, justement, de voir les deux tests. Absolument. Hein. Interprétez chez Ouais. vous votre petit dessin et destin des montagnes russes sexuelles. Voilà. Les lapsus, parfois, ont du bon. Ah, Alors c'est pour clair. tous ceux qui nous rejoignent, hein, vous êtes psychothérapeute, vous créez aussi des ateliers pour réenchanter le couple. Vous êtes un expert en amour, hein, c'est vraiment ça. Vous étiez même sur les planches dans une pièce qui s'appelait L'amour dans tous ses états. Donc là, en seconde partie de l'émission, on a dit hein, qu'on allait aborder toutes les questions que vous nous avez envoyées J'ai sur hâte. les réseaux sociaux. Moi aussi, j'ai hâte. Il y a des super questions touchantes, drôles, vous allez voir. Et puis aussi très profondes. Hein. Mais avant cela, moi, j'avais aussi une question à vous demander. Comment pallier au manque d'amour, de câlins, de contact humain en ce moment, en 2021 ?
Je vais faire une réponse qui vous surprendra certainement, c'est en puisant dans nos ressources intérieures, en visualisant le désir de câlin, le besoin profondément de tendresse et d'affection qui serait nourri par ça, en s'accordant le fait qu'on est en manque par rapport à ça et que la première personne sur laquelle nous pouvons compter pour nous apporter de la douceur, c'est nous. C'est le premier espace d'humanité avec lequel nous avons besoin d'apprendre à vivre. Donc c'est le premier espace d'humanité que nous avons besoin d'apprendre à respecter, à qui apporter de la bienveillance et de la douceur. Et c'est pas du tout comme ça qu'on est éduqués. Nous ne sommes pas éduqués à être bienveillants vis-à-vis de nous, à être doux, à être tendres, à être réconciliants. Nous nous jugeons, nous nous divisons, nous nous culpabilisons, nous nous forçons. Et donc ça crée beaucoup d'impact dans la société à l'extérieur. On revient donc à cette démarche d'intériorité citoyenne qui nous permet de sentir que si nous prenons régulièrement un temps d'écoute intérieure, nous allons sentir se dégager une douceur, une bienveillance, une tendresse. Ça remplace pas les câlins, bien sûr. Personnellement, je suis quelqu'un de très affectueux et j'aime prendre mes amis dans les bras et serrer mes enfants les contre moi et ma femme, bien sûr. Ça remplace pas les câlins. Toutefois, c'est vraiment une ressource qui est méconnue, mais je prends du temps de bienveillance pour moi. Je prends du temps pour écouter les parties de moi. J'écoute mes joies, mes émerveillements. Je maintiens de l'émerveillement en allant écouter des musiques qui me plaisent, en regardant des belles peintures, en me plongeant dans la nature. Je maintiens la faculté de m'émerveiller et j'accueille mes tristesses, mes moments de solitude, mes désarrois, parce qu'ils sont des indicateurs comme des signaux sur un tableau de bord. C'est la première clé de communication non violente. Tous nos sentiments sont bienvenus parce qu'ils sont des signaux sur un tableau de bord qui indiquent que des fonctions sont, quand ils sont remplis, ou pas remplis quand les sentiments sont désagréables. C'est extrêmement pertinent pour apprendre à naviguer, à piloter notre vie avec un tableau de bord clair. Et donc voilà l'espace de douceur que nous pouvons au moins apprendre à créer et qui, à mon avis, est contagieux. Plus je suis un être qui est rempli de douceur, plus mon attitude est douce, plus je développe de la bienveillance pour l'humain que je suis, plus je suis bienveillant vis-à-vis de l'extérieur. Ce qui n'empêche pas la rigueur et la clarté. La non-violence, ce n'est pas la non-vigueur ni la non-rigueur. On peut apprendre à être en colère très clairement grâce à la non-violence. Moi, avant, j'étais trop gentil. Je n'osais pas faire des colères, j'avais peur de ne pas être aimé. On voulait toujours très gentil. J'espère être bienveillant, mais j'ai vraiment appris à faire des colères très claires, mais qui n'ont pas besoin d'être agressives, qui donnent mon point de façon ferme. Et quand mes enfants savent très bien que je suis en colère, j'ai pas besoin de lever la voix. Elles le voient très bien. Quand on lève la voix et qu'on passe dans la violence et dans les menaces, etc., c'est qu'on n'a pas créé de lien. On est dans un constat d'échec de la relation. Alors, je vais passer tout de suite aux questions des internautes. Alors, on dit que l'amour est aveugle. Que pensez-vous de cette phrase? Dans l'état amoureux, certainement, mais justement dans l'état d'amour. Excusez-moi, c'est Daria de Toulouse, je vous embrasse. La ville. Merci Daria. Dans l'état amoureux, l'amour est aveugle parce qu'on ne voit que ce qui va bien, que les qualités, et on ne veut pas regarder les défauts. Et je l'ai dit, c'est très agréable, mais c'est provisoire. Et nous avons donc besoin de veiller le discernement pour sortir de cette cécité et regarder l'autre tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Et sentir vraiment monter en nous un véritable état d'amour. C'est un cheminement, c'est une étape. Alors, c'est Carole de Sanguinet qui demande comment bien évoluer ensemble dans la relation de couple avec le temps. Utiliser le temps comme un allié. Nous avons créé une société dans laquelle le temps est vu comme un ennemi et on se bat contre le temps. C'est une folie et j'en parle comme quelqu'un qui est entré en thérapie, notamment parce que je me battais contre le temps à côté du fait que j'avais peur de l'engagement. J'ai appris petit à petit, ça m'a pris du temps, à pacifier mon rapport au temps et à l'utiliser comme un allié, comme un ami, comme un associé dans le projet d'être en vie. Eh bien, c'est très précieux dans le couple que d'utiliser le temps comme un associé et donc de se parler régulièrement du rapport au temps. Est-ce que je me bats contre le temps alors que toi tu es en paix avec le temps? Est-ce qu'on a un rapport équivalent avec le temps? Est-ce qu'on le goûte de la même façon? Est-ce qu'on envisage sa fécondité? Le temps, c'est extrêmement fécond pour un jardinier ou pour un vigneron. On n'en est pas le maître, mais c'est lui qui va nous accompagner à faire que notre projet voit le jour et éclose. Dans le couple, c'est la même chose. Et donc, se parler en profondeur. Et on est loin donc des conversations gadgets. Qu'est-ce qu'on fait pour les vacances et est-ce qu'on achète un nouvel écran plat? On a dépassé ça. On est vraiment dans qu'est-ce qui nous lie? Qu'est-ce qui fait lien? Quelle est la perspective? Qu'est-ce qui nous rend la vie intense et joyeuse? Qu'est-ce qui fait qu'on sent qu'on vit en profondeur? C'est de ça dont nous avons besoin d'apprendre à parler. Alors, une question de Sophie de Corbeil-Essonnes. Faut-il tout pardonner? Alors là, accrochez-vous. Surtout quand on parle du couple, on touche à des questions intimes. Alors, je ne veux pas prétendre édicter la moindre vérité et vous partager simplement ma conviction. Je pense qu'il ne faut rien dans la vie, mais nous avons besoin de pouvoir dépasser des incompréhensions, des blessures et des malentendus. Nous en avons besoin pour bien vivre, simplement. Nous cherchons profondément à bien vivre. C'est notre fil rouge de fond. Nous cherchons à vivre une vie de profond contentement intérieur, stable,
transportable à travers les difficultés, parce que des difficultés, il y en a, des épreuves, des conflits, des tensions, des deuils, mais nous aimerions sentir que nous portons cet état de contentement intérieur, de paix intérieure à l'intérieur de nous, à travers les difficultés, et un état qui se révèle contagieux, généreux, rayonnant. C'est ce qui nous fascine quand nous voyons certains personnages charismatiques qui semblent porter à travers des épreuves de vie un sourire, une joie, une capacité à demeurer vivant à travers la difficulté. Eh bien, je pense que nous avons besoin d'apprendre ça dans le couple pour sentir qu'on ne s'est pas choisi par hasard, on s'est choisi pour apprendre à grandir ensemble. Et grandir ensemble, ça veut dire lâcher des couches d'ego. C'est beau, hein? Vous avez une question entre nous? Non, mais est-ce qu'on pardonne l'adultère? Parce que ça, c'est quand même... Ah, j'étais sûre que vous alliez ça ne me concerne pas, n'effrayez pas tout le monde. Mais c'est quand même une question très particulière, celle-ci, mais il faut y répondre. À quel niveau de nous-mêmes avons envie de vivre? Est-ce que nous avons envie de vivre dans l'ego contracté, qui a envie d'avoir raison, qui vit surtout dans la peur, qui compte les coups, qui compte ce qu'il reçoit, est-ce qu'il ne reçoit pas? Est-ce que c'est à cet endroit-là que nous avons envie de vivre? C'est possible, je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus. Il semble que nous sentions l'aspiration à dépasser l'ego et à vivre dans un état d'être qui regarde les choses avec beaucoup plus de subtilité et qui peut comprendre l'autre dans son fonctionnement. Comprendre ne veut pas dire être d'accord, mais au moins avoir suffisamment d'amour pour l'humain qui est là pour comprendre que peut-être cet acte que vous évoquez de l'adultère a pu avoir lieu et a pu correspondre à une passe et que ça n'empêche pas l'amour. Question de François de Paris. C'est un enjeu délicat, je me rends bien compte, je ne suis pas expert en la matière, mais je réalise que j'ai pu accompagner des personnes dans la compréhension de ce qui a pu arriver à l'autre et qui tout d'un coup développent de l'empathie. Et ça, c'est la clé. C'est la clé, avoir de l'empathie pour l'humain qu'on a en face de soi et cesser d'être dans un univers où on met les gens dans des cases et les comportements doivent être comme ceci et si t'es pas comme ceci, eh ben je t'aime plus ou je t'aime pas. Mon Dieu, on a besoin de s'éveiller un petit peu, je pense. Et finalement, je me suis toujours dit, en fait, on ne nous trompe pas. Ils se trompent eux-mêmes. C'est pas nous qui les trompons. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On peut le voir aussi comme ça, finalement. C'est possible. Il y a toutes sortes de façons d'être en couple, en tout cas. Il n'y a pas qu'une façon. Il y a des couples qui vivent de façon très heureuse et féconde et conviviale, en ayant également des vies parallèles, mais qui sont en plus connues. Et donc, j'en connais et qui arrivent à vivre comme ça. Il n'y a pas qu'un modèle. Pour moi, c'est très, très précieux de réaliser qu'on peut inventer notre façon d'être en couple, mon Dieu. Réinventer notre façon d'être en couple. J'adore. J'ai envie de prendre des notes à chaque fois que vous parlez. Vous pourrez regarder l'émission, Karine. Comment faire quand on manque de confiance en soi pour rencontrer l'amour? Ah, et voilà la première clé, évidemment. Excusez-moi, c'est Lana de Nantes. Ben merci, Lana de Nantes, parce que c'est un problème extrêmement récurrent. Je l'ai dit déjà plus tôt, 85-90% de notre population manque de confiance en soi, d'une juste confiance en soi, d'une juste estime de soi. Et heureusement, ça s'apprend, ça se jardine. Et l'étape 1, c'est de l'avoir perçu. Beaucoup de gens s'en rendent pas compte et attribuent la faute aux autres, les autres m'envahissent, ou je me fais toujours soumettre, ou parfois même je suis battu. Et au fond, l'enjeu derrière ça, c'est évidemment que l'autre vient, comme un effet miroir, me rappeler que j'ai besoin de travailler l'estime de moi, la confiance en moi, la capacité à pouvoir donner mes limites très clairement. Et pour pouvoir donner mes limites très très clairement, figurez-vous qu'il faut que je sache où est mon centre. Si je ne connais pas mon centre, mes limites sont tout à fait floues et je laisse l'autre m'envahir, parfois même abuser. Et donc, ce n'est pas un petit enjeu que d'apprendre à savoir qui je suis, comment je me sens et où est mon centre. On a déjà évoqué ça dans l'émission précédente. Donc, travailler sur ça. La bonne nouvelle, vraiment, et qui devrait être beaucoup plus connue, c'est que l'estime de soi, ça se jardine. Je reprends ce mot pour bien indiquer que l'on en plante la graine. C'est pas parce que j'ai planté la graine, je voudrais jardiner l'estime de soi, que j'ai le fruit. Mais petit à petit, et le temps va être un allié, je vais pouvoir encourager ça et goûter le fruit de l'estime de soi. Ça devrait être connu. Alors, je ne sais pas si je passe pas cette question-là, en fait. Ah non, non, vous ne pouvez pas dire ça, Karine. Vous en avez dit trop ou trop Voilà, ok, d'accord. Bon, c'est Baptiste, danger. Bon, rapidement alors. Est-ce qu'il y a du danger? Peut-on aimer plusieurs personnes à la fois? Ah, ben ça rejoint un peu ce qu'on a évoqué là. Oui, mais pas au même moment. De nouveau, ça dépend ce qu'on appelle, ce qu'on entend par aimer. Personnellement, moi qui suis en couple depuis 20 ans avec Valérie, je mesure que la disponibilité, l'attention, le soin, l'entretien du nous, il y a je qui va bien, il y a tu qui va bien, mais est-ce que nous va bien? Dans beaucoup de couples, il y a un je qui va bien, il y a un tu qui va bien, mais il n'y a plus de nous. Donc l'entretien de cet être vivant qu'est le nous demande une attention, une disponibilité, un soin, une présence qui
rend difficile le fait d'aimer vraiment. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir une relation érotique sur le côté comme on l'a évoqué précédemment, mais une vraie relation agapée, amour, je ne suis pas sûr que ce soit faisable en termes de disponibilité d'humanité, avec un emploi, des travails, des enfants, des engagements. C'est précieux de se rappeler que dans toute relation, mais particulièrement dans la relation de couple, il y a 3 êtres humains. Si nous étions en couple, on pourrait dire, Karine, vous êtes née à votre date de naissance, moi je suis né à ma date de naissance, mais notre nous de couple est né quand nous nous sommes rencontrés. Nous étions tout petits, nous étions tout mignons, nous a grandi, nous a fleuri, nous s'est épanoui, mais nous pourrait être tombé un peu malade, nous pourrait se fatiguer, nous pourrait s'anesthésier, et notre nous pourrait mourir si vous et moi ne prenons pas soin du nous. C'est un soin, c'est une attention, c'est un être vivant. Nous avons besoin de nous éveiller à ça. C'est un soin, c'est beau. L'arrivée d'un premier enfant change-t-elle l'amour dans un couple? C'est Manon de Paris. Alors je vais vous dire la vérité, hein. C'est Clément, c'est la petite amie de Clément qui est en régie, qui est venue me dire « Tu veux bien passer cette question s'il te plaît ?» Alors voilà, je la pose. Manon, on t'embrasse. Bien sûr que ça change la géométrie du couple. Tout d'un coup, il y a un être humain en plus. Il y avait je, il y avait tu, il y avait nous. Et ce nous se remplit d'un autre tu ou d'un autre je, qui est l'apparition d'un enfant. Ça remet tout en mouvement et nous avons besoin de nous parler à la fois des joies que ça apporte, mais aussi des inquiétudes. Combien d'hommes n'ont-ils pas peur de ne plus recevoir la tendresse, l'attention, la considération dont ils ont envie, évidemment, de bénéficier dans leur vie de couple, parce que tout d'un coup, l'enfant mobilise, évidemment, assez fort la maman. Nous avons besoin de nous parler beaucoup plus que ce qu'on fait, nous parler dans l'authenticité, dans la simplicité, de consacrer du temps, de lâcher les écrans, les ordinateurs qui nous encombrent par rapport aux relations vraies, profondes, qui sont notre vrai trésor, au fond. C'est ça notre vrai patrimoine. C'est la qualité de la relation profonde que nous arrivons à nourrir, évidemment, avec le premier humain dont nous avons la charge, nous, mais avec notre conjoint, si on se met en couple, avec les enfants, et de sentir qu'on co-crée un nous fécond. Clément a toutes les clés maintenant. Voilà. Je pense qu'il y avait aussi un petit message subliminal, Clément. Hein. Fais attention, peut-être que dans quelques temps, tu vas nous annoncer une belle nouvelle. Alors, je voulais faire une petite pause parce que alors là, c'est pas du tout une question qu'on nous a envoyée, mais je pense à tous ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui encore et qu'on embrasse. On leur a volé complètement leur adolescence, leurs premiers émois. Comment faire pour pallier justement à ce manque de c'est dur quand même de ne pas avoir ces expériences adolescentes qui elles nous construisent. Moi je sais que ma première le premier amour ça marque. Racontez-nous. Non mais ça marque, toujours. Oh, bien sûr que je suis profondément de cœur et en empathie avec cette génération. J'ai des filles qui ont la vingtaine et qui sont dans cette difficulté, effectivement, de se voir, de se rencontrer, d'être dans la tribu joyeuse que l'on aime retrouver quand on a cet âge-là, les rencontres, les amours. On a évoqué cet enjeu d'utiliser ce confinement, cette crise, comme un laboratoire de transition, de transformation personnelle, d'éveil à des valeurs plus profondes, comme si nous vivions une sorte d'emprisonnement et que la seule piste qui nous reste, c'est d'éveiller notre vie spirituelle et de passer un palier de conscience plus discernant. J'ai conscience que c'est facile à dire et que c'est pas facile à vivre. Bien sûr. Toutefois, ce n'est pas la première fois que des générations de jeunes sont prises dans de grosses difficultés. J'habite la maison de mes grands-parents, que j'ai reprise, la maison familiale dans la forêt ardennaise en Belgique. Mes grands-parents ont caché des enfants juifs pendant la guerre. Ils avaient des jeunes filles, elles avaient 15 ou 16 ans. Elles attendaient d'être extradées par la forêt vers la France pour fuir les mouvements nazis qui, dans la ville d'Anvers, organisaient les trains vers les camps de concentration. Et donc, ces jeunes filles ont passé des mois cachées dans une maison, à 15 ans, qui est l'âge en question, où on a envie de sortir, de rencontrer, de bouger. Eh bien, ce sont devenues, malgré tout, des femmes épanouies, qui ont fait des familles, et on a pu retrouver des enfants qui les ont remerciés parce que, du fait qu'on avait caché, mes grands-parents avaient caché leur grand-mère, ils avaient pu être en vie. Mes grands-parents sont devenus justes, effectivement. Mais voilà, il y a d'autres expériences tragiques, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir le goût du drame, mais se dire, d'autres l'ont vécu, nous pouvons le vivre, et ici, il n'y a pas la menace de mourir directement, enfin, bien sûr, sauf contagion par la maladie, mais en principe, ces jeunes sont moins concernés par le risque de mortalité. Par contre, ils sont effectivement très, très limités dans les rapports de contact, de douceur, de tendresse tellement importants. Et donc, on revient à l'idée de développer une vie intérieure, de saisir l'opportunité de se nourrir autrement. J'aimerais aussi qu'on revienne sur les applications. Est-ce que pour tous les parents aussi qui nous regardent ce matin, doit-on laisser aujourd'hui les jeunes sur les applis de rencontre? Est-ce que c'est la panacée à la solitude aujourd'hui?
vu ce qui se passe? Certainement pas la panacée, c'est un ersatz, en attendant mieux. Est-ce qu'il y a tellement d'autres possibilités? Pour moi, ce qui est précieux, c'est que de ne pas être dupe de l'illusion que ça peut représenter. Parce qu'évidemment, sur les écrans, tout le monde est présenté au mieux. Tout est joli, sur Instagram, tout le monde est beau, tout le monde fait des choses magnifiques. Dans la vie concrète, c'est très différent. Et donc, le risque, c'est d'être complètement décalé lorsqu'on va revenir dans la vie normale avec des rapports nouveaux. Tout d'un coup, se dire, mais il y a des frictions, il y a des tensions, il y a des conflits, on n'est pas d'accord. Et comment est-ce qu'on gère ça? Puisque on a vu tout ça de façon très très hygiénique derrière un écran, sans du tout se douter des frictions inévitables de la vie quotidienne. Donc, de nouveau, éveiller, c'est en ça que j'invite les adultes à avoir du sens, à éveiller, à garder un contact, à évidemment eux-mêmes percevoir ces risques-là pour pouvoir en parler avec douceur, avec simplicité. Et avec confiance dans l'incroyable potentiel de résilience qui est en nous. Nous savons nous adapter et rebondir. Hein. Ouais. Une dernière petite question, assez rapidement, puisque c'est bientôt la fin de l'émission. Elles sont toutes géniales. Et puis il y en a d'autres qui sont touchantes aussi. Hein. Il y en a une, il y en a tellement. Peut-on aimer pleinement sans avoir cicatrisé ses blessures? Parce que c'est vrai qu'on nous dit toujours, non mais tu le rencontreras quand tu seras vraiment entier, etc. Mais franchement, pour moi c'est éternel le développement personnel. Oui. Alors quand est-ce qu'on rencontre la bonne personne? Quand on est prêt. C'est vrai? Quand, en tout cas, intérieurement, il y a suffisamment d'ouverture et de profond élan de vie vers ça et que notre aide se prépare. Ça ne veut pas dire qu'on a tout soigné et tout résolu. Ça veut dire que sans doute, on est prêt à ce que la vie nous apporte des occasions de résolution. Il faut imaginer que deux êtres qui se mettent ensemble, ce sont deux boules de passé, d'expérience, parfois de blessures, de traumatismes, et qui tout d'un coup sont en manque de douceur, de tendresse et se rencontrent et se disent, ah fantastique, voilà l'élu, voilà le prince charmant, voilà la princesse charmante, je vais enfin oublier toutes mes affaires. Alors la lune de miel est là pendant 2 ou 3 ans, on l'a évoqué, et tout est parfait, tout est merveilleux, et puis tout d'un coup le quotidien s'installe, on a dépassé Roméo et Juliette, et ce qu'on était n'est pas parti. Les blessures reviennent, les complexes s'activent. Un complexe, c'est un paquet de sentiments et de besoins en interaction autour d'une blessure fondamentale. Et il suffit parfois d'un détail bénin de la vie quotidienne, un ton de voix, un geste, une œillade, et là, paf, ça explose. Ça pète. Et c'est pas l'autre qui est responsable, c'est que j'ai pas pris soin de ma blessure. Ça, c'est une urgence. C'est ce qu'on développe dans la pièce avec Guy. L'amour dans tous ses états, c'est que chacun de nous a besoin de prendre soin de sa blessure pour être un citoyen joyeux. Thomas d'Assembourg, on aimerait tellement faire une veillée près d'un feu de cheminée, avec une ronde, tout. Et bien, on est là à vous écouter pour faire des l'amour heures. après. Ça, je sais pas. Non, je plaisante. C'était pour la poésie de la chose. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Alors, je rappelle d'ailleurs, vous avez sorti un livre. Alors, rappelez-moi le titre, parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes. Merci beaucoup. Voilà, disponible hein, maintenant. Ça y est, il vient de sortir. On tire une petite phrase qui fait du bien. Avec plaisir. Avec plaisir, je prends la première, voilà. Voilà, alors n'hésitez pas à nous envoyer vos petites phrases aussi qui font du bien. Et bien sûr, alors c'est sur les réseaux sociaux et puis on les lira. Vous venez de la tirer pour moi, Karine, mais je la prends. Non, non. Oh, c'est fou ça. Pourquoi quelle autorité? Ah bah tirez la mienne pour moi. En réciprocité. Et avant, la voici. Avant quand même que ça se termine, comme vous êtes mes 2 Valentins aujourd'hui du plateau. Oh, que c'est joli, que c'est joli. Je vous offre une rose blanche. Hein, quand blanche. même. Voilà. Elle aurait pu être rouge, hein, Karine. Merci. Bonne Saint-Valentin à vous deux. Merci. Dans ce sens-là, c'est très rare. Ah, vous voyez, il faut changer les donnes un peu. Exactement. Hein. J'apprécie justement la parité. Super. Alors, vive la Saint-Valentine. Alors la phrase est proposée par Sandra de Toulouse et elle est de Guillaume Apollinaire. De temps en temps, il est bon d'arrêter notre quête du bonheur et d'être tout simplement heureux. Waouh. C'est bien à propos. Vis aujourd'hui comme si c'était ton dernier jour et fais des projets comme si tu étais là pour l'éternité. C'est un proverbe chinois envoyé par Roland de Nervère. Merci Roland. Le succès est la clé du bonheur, le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Albert Schweitzer. Myriam du 54, merci beaucoup. Merveilleuse Saint-Valentin à tout le monde. Hein. La fête de l'amour, l'amour à deux, l'amour aussi entre amis. Si vous êtes seul ou célibataire ce soir, on vous embrasse et surtout, on vous souhaite de vous faire du bien. Hein. Merci Thomas d'Assembourg. Merci Karine. Quel bonheur, franchement, mais moi j'écrirai toute la journée. Je prendrai des notes. C'est une surprise, c'est rose. Super papa. Ah, pas mal ou Tu pas? les avais cachés? Oui, je les avais cachés.